Bienvenue tout le monde dans un épisode du vlog du Corn dans lequel j'avais envie de parler de 3 films qui n'ont pas nécessairement eu un gros budget investi dans eux, qu'on pourrait catégoriser de films de série B, mais que pour moi sont des classiques. Sont des classiques dans l'optique où comme je les écoute une fois ou 2-3 ans, ou j'y pense trop souvent pour la qualité du film, ou que ça a tout été des films qui n'ont pas été le plus grand succès de cette personne-là, ou tout simplement où pour certaines personnes, ça aurait été mieux qu'ils découvrent juste pas le film, mais que moi je l'aime. Bref, on tombe dans l'univers des films que je catégorise films série B. Et on commence avec le premier de la liste. Le premier de la liste, j'en ai déjà parlé dans mon top 3 de films, parce qu'il y a beau être un film de très low budget, un huis clos, tout fermé. C'est tellement bon. Cry Wolf, fait par Jeff Wadlow. Jeff Wadlow, c'est le créateur de Truth or Dare, d'International Assassin, Kick-Ass 2, Bates Motel. Il a fait beaucoup de choses vraiment plus connues que Cry Wolf, mais si j'ai à comparer tous ces films-là, mon préféré reste encore à ce jour Cry Wolf. Cry Wolf, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui s'amusent beaucoup à jouer à une version du loup-garou dans une cathédrale et qui commencent à être bored parce qu'à force de jouer à loup-garou avec le même groupe, tu commences à un peu tout savoir. C'est comme si tu jouais à Among Us avec le même groupe de 8 personnes constamment. Ben, tu finis par savoir leur comportement, tu finis par savoir comment ils fonctionnent, leur façon de mentir, leurs tics, puis le jeu devient un peu trop facile. Ils décident donc tous de dupe la game en créant un faux criminel qui serait un serial killer en se basant sur un meurtre qui a vraiment eu lieu proche de leur campus scolaire pour créer une fausse identité de ce criminel-là, puis de faire propager cette rumeur-là au travers le campus, puis dans le fond, de faire peur au campus. Évidemment, ce film est à propos de manipulation et de mensonges, donc il y a plusieurs trames cachées, tout le monde a un agenda secret, et le fun est de découvrir qui est le loup et pourquoi. Si vous aimez jouer aux jeux loup-garou, si vous aimez tous les jeux comme Among Us ou les jeux de déduction, fiez-vous pas au MDB rating de 5 et 8 sur 10. Le film, pour moi, il est 10 sur 10, il est excellent. La fin de ce film-là, pour moi, elle a marqué un genre en entier, puis il est pas assez respecté pour ça. Dans les acteurs, vous l'avez peut-être pas reconnu parce qu'il était plus jeune, mais c'est Julian Morris. Julian Morris est vraiment plus connu pour son rôle dans New Girl, mais il a joué dans vraiment plein de choses. La deuxième actrice principale du film, c'est Lindy Booth. Lindy Booth est un peu moins connue parce qu'elle a fait surtout des films d'horreur. Par contre, si vous êtes des passionnés de films d'horreur, vous l'avez vue dans plusieurs choses. Elle était là aussi dans la série The Librarian, où elle joue presque tous les épisodes en étant Cassandra Cillian. Dans Kick-Ass 2, elle était la Night Bitch. Puis ça, je vais le dire, je trouve ça drôle quand un réalisateur a fait un film comme Cry Wolf, il prend Lindy Booth parce qu'il aime son vibe, il fait un autre film, il retourne la chercher. Tu sais, ils sont comme « Ah non, moi je te garde, j'aime ta façon de travailler, t'es professionnel, tu comprends mon vibe, moi juste te donner des rôles dans tous mes films. » Le dernier acteur sur le film, c'est Jon Bon Jovi. Parce que vous le connaissez pour sa musique, mais Jon Bon Jovi a eu une carrière d'acteur dans laquelle il a fait quelques films. Mais moi, le seul film dans lequel je l'ai vu pour vrai, c'est Cry Wolf. Puis il est très convaincant dans son rôle, il joue un professeur de journalisme. J'avais trouvé ça drôle la première fois que j'ai vu ce film-là, de voir que Jon Bon Jovi dans le film, c'est juste drôle. Le deuxième film dont je vais parler, c'est 400 jours. 400 jours, c'est 4 astronautes qui s'enferment dans comme un bunker qui représente une expérience d'une navette spatiale. Donc, dans le bunker, tu as toutes les pièces que tu pourrais te retrouver dans la navette spatiale. Et le but, c'est de préparer une expédition spatiale qui prendrait 400 jours. Donc, ils veulent voir si cette équipe-là serait capable de passer au travers les 410 jours. Par contre, au début du film, lors de l'expériment, ils se font dire que souvent, ils vont avoir les communications à faire avec la base, parce que dans leur mission, ça va être une des conditions qu'ils vont avoir, c'est qu'à chaque jour, ils vont devoir appeler la base pour avoir une conversation avec eux, mais la première journée, les communications lâchent dans le bunker. Et ils doivent donc passer les 400 jours sans avoir aucune communication avec l'extérieur, et on peut voir comment ça l'affecte leur esprit. Moi, j'adore les huis clos dans lesquels on voit des personnalités devenir complètement insane, et ça, c'en est une très bien représentée. Le producer Matt Osterman a aussi produit Ghost from the Machine, Hover and Her House. J'ai personnellement, moi, pas vu beaucoup de films de Matt Osterman. Par contre,
400 jours fait partie de mes films préférés de low budget movie. Dans le film, on a Brandon Root. Brandon Root qui était super important dans le Arrowverse, mais aussi en tant que Superman dans Superman Return. Il a été un des chums dans Scott Pilgrim vs. The World. Et après ça, dans le Arrowverse, il a terminé sa course dans DC Legion of Tomorrow. Il va dans la télésérie de Magic the Gathering. Il va jouer Gideon Jura. Bref, c'est un acteur geek. Il a joué dans plein d'affaires de l'univers geek. Puis moi, c'est ça qui m'a donné envie au début d'écouter le film. Quand j'ai vu dans le casting, il était là, je me suis dit « Ah, c'est sûr qu'il y a un petit aspect geek dans le film que je vais aimer décortiquer. Il va y avoir des petits easter eggs ou des affaires que je vais peut-être pas comprendre à la première écoute. » Puis ça, c'est des affaires qui m'excitent dans un film. Et la dernière actrice que je veux présenter dans le film, c'est Katie Lutz, parce qu'elle aussi, elle fait partie du Arrowverse et de DC Legion of Tomorrow. Elle fait partie du Arrowverse depuis comme 2013. Et depuis ce temps-là, elle a un personnage super important dans cet univers-là. Puis elle a quand même pris le temps de faire le film avec son bon ami Brandon Root. Les deux ensemble avaient déjà une super bonne chimie. Ça se sent dans le film qu'ils sont habitués de jouer ensemble. Moi, j'aimais les voir dans un univers super geek, un peu plus positif, rempli de super-héros, puis les voir dans un univers psychologique un peu plus dark. C'était le fun de voir la distinction. Le dernier film duquel je vais en parler aussi pour sa trilogie, c'est la trilogie des films Cube. Cube, Hypercube, puis Cube 3, je pense. Cube, c'est tout simple. T'as des gens qui se réveillent emprisonnés dans un cube, où dans chaque partie du cube, c'est un autre cube. Comme les pièces, c'est des cubes dans des cubes, plein de cubes. Puis dans chaque cube, il y a soit pas de piège ou un piège mortel. Puis faut que tu trouves le code pour savoir comment te diriger au travers ces cubes-là sans mourir. Synopsis excessivement simple, très gore, c'est vieux, c'est un film de comme 1997, mais je l'écoute encore. Je trouve ça tellement drôle. Je sais que c'est pas censé être drôle, mais ça l'est. Mais l'univers est super divertissant. Puis tous les mystères qui entourent le cube est très bien tenu, je trouve, au travers la trilogie. Mais c'est un film que vous devriez pas voir de base si vous aimez pas les films, ok? C'est pas comme un film où vous dites, ah, j'écoute genre 2 films par année, on m'a conseillé Cube, je vais aller écouter Cube. Cube, c'est le genre de film que t'écoutes quand tu sais plus quoi écouter, puis là tu fais, ah, c'était un très bon choix, je suis content qu'il m'a conseillé ça. Le producer de Cube, c'est Vincenzo Natali. Vincenzo Natali a pratiquement rien fait d'autre que je connais, moi. Il a fait Ginger Snap, Milkman, Little Bear, In the Tall Grass comme director, il a fait Cypher comme director, puis il a fait Splice comme director. On peut voir qu'il y a un petit thème au travers l'horreur puis le gore que ce réalisateur-là il aime particulièrement. Dans les personnages principaux du film, il y a Nicole DeBauer, que moi personnellement j'avais complètement oublié qu'elle existait, mais à chaque fois que je revois Cube, je suis comme ah oui, cette actrice-là! Le deuxième, un peu plus reconnu, c'est Maurice Dean Wint. Spawn, il a fait sur Real Estate, Haven, Kid Detective, il était dans Cube, il a fait la voix de Teddy dans le Trailer Park Boy version animated, dans le vidéo game Far Cry, il fait une voix, il fait des voix, il a une apparence dans Suits, la télésérie, dans Transporter, la télésérie, c'est lui qui joue Wilson. Dans Flashpoint, la télésérie, c'est le détective Reed Mayer. Fait qu'il y a beaucoup de séries comme ça qui vont le chercher quand ils ont besoin d'un gars quand même badass, boss, qui est bien carré, qui a de l'attitude. Maurice Dean Wint, super efficace. Et l'acteur qui me fait le plus rire de voir là-dedans, c'est David Hewlett. Moi, je le connais surtout pour Stargate Atlantis, pour Rodney. Oh my god, que j'ai écouté ça, Atlantis, ça a pas de sens. Notre cher Rodney McKay dans Stargate Atlantis. Il est aussi Unpsyker dans Rise of the Planet of the Apes. Lui aussi, il a une apparence dans Suits. David Hewlett, big guy. Il a joué dans beaucoup de choses. Sa carrière d'acteur a commencé en 1984. Puis il est encore en train de faire des choses en 2022, entre autres dans l'épisode 1.7 de Guillermo del Toro présente 10 After Midnight. Il est là. En 2021, il était dans 2 épisodes de Si, puis dans Nightmare Alley, dans The Last Worker, dans The Departure, dans Clarice, dans Private Eyes. Fait que pour quelqu'un qui a commencé il y a 30 ans, il est encore super prolifique. Puis moi, je le trouve tout le temps convaincant. Peu importe ce qu'il joue, j'embarque dans son jeu, là, il me foulerait tout le temps. Et c'est ce qui va mettre fin à mon top 3 des films de série B. Hein, on va appeler ça comme ça, un film de série B. S'il y en a là-dedans que vous avez pas vu, que vous avez envie d'aller voir, je vous invite vraiment à les écouter. C'est tous des films qui m'ont beaucoup diverti, puis qui me divertissent encore, puis que j'écoute
minimum une fois aux 3 ans. Merci d'avoir écouté tout le monde et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo. À plus!